Vous écoutez Alger Chaîne 3, le journal. Le journal qui vous est présenté par Sofiane Saouli. Sofiane, bonsoir. Mounir Larj, bonsoir à tous. Le président de la République Abdelmajid Tebboune a réuni aujourd'hui le Conseil des ministres. Au menu, le projet de loi sur les assurances, des exposés également sur l'accord d'association avec l'Union européenne et le suivi de réalisation des silos de stockage de céréales à travers le pays. Station de dessalement d'eau de mer, les essais techniques sont en cours. Ceux de la station Fouca 2 sont concluants selon le maître d'ouvrage qu'on écoutera dans ce journal. L'Union interparlementaire arabe condamne avec vigueur l'ingérence du Parlement européen dans les affaires intérieures de l'Algérie et lui apporte son soutien. Réunion d'urgence du Conseil de sécurité sur la République démocratique du Congo, présidée par l'Algérie. Les intervenants ont appelé le Rwanda à cesser son soutien au M23 et à la protection des civils. À Raza, l'entité sioniste justement viole les termes de l'accord de cessez-le-feu et empêche les Razaouis de regagner leur maison dans le nord de la bande. Le mouvement de résistance palestinien Hamas rejette pour sa part toute stratégie de déplacement forcé des Palestiniens hors de leur terre. Et puis en sport football, Benakelon consolide sa place de leader de Ligue 2. Grâce à sa victoire 1-0 face à El Biar, le RC Kouba s'est imposé sur le Neh du Sindé de buts à 1. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je vous le disais en titre, Conseil des ministres. Ce dimanche, le président de la République Abdelmajid Tebboune l'a réuni pour examiner plusieurs dossiers, notamment le projet de loi sur les assurances, en plus d'exposer, on le disait, sur l'accord d'association Algérie-Union européenne et l'état d'avancement des projets de réalisation de silos de stockage de céréales, un projet stratégique pour l'Algérie. Autre projet stratégique, celui des 5 stations de dessalement d'eau de mer qui permettront dès leur entrée en service, de renforcer les capacités de production d'eau potable. Les essais techniques sont en cours, dont certaines, celles de Fouca 2, ont été lancées. La mise en eau du bassin de captage est une réussite selon le chef de projet AEC, Algerian Energy Company, Fouad Meslek. Il en parle au micro de Hanan Seissi. Cette opération va nous permettre par la suite d'effectuer d'autres opérations importantes. Nous citons en l'occurrence le nettoyage du bassin de décantation, les conduites, le piping, ainsi que les filtres à sable. Et ça va nous permettre de gagner du temps pour le démarrage progressif de la station. Actuellement, le projet enregistre un avancement très considérable donc en matière de montage des équipements, en matière de pré-commissioning ou bien les premiers tests des systèmes et des sous-systèmes qui permet par la suite d'entrer en service progressivement. Nous travaillons d'arrache-pied pour être dans ces délais et mettre en service la station de Fouca 2. La station qui permettra notamment, avec les autres qui entreront en service, d'alimenter la population en eau potable. Cela permettra également de venir en appoint au secteur de l'agriculture. Des enquêtes sont justement lancées dans le secteur, dans pas moins de 28 wilayas pilotes. Des enquêtes pour consolider les résultats du récent recensement général de l'agriculture. Les détails dans cet exemple depuis Ain Defla avec notre correspondante Rima Rahmani. Le plan de sondage de l'enquête post-censitaire a prévu la consultation d'un échantillon à travers 28 wilayas pilotes, dont Ain Defla, où l'opération va toucher 5 communes sur les 36, comme le précise Esma Nasri, superviseur à la direction des services agricoles de Ain Defla. On a 5 zones d'intervention pour les recensés. C'est l'Amra, l'Abadia, Boumedfa, Djelida et Bathiya, pour voir l'exhaustivité et la fiabilité des données du RGA. En plus, pour corriger les erreurs, on va faire un sondage dans chaque zone d'intervention de la commune. On a 15 recenseurs, 3 recenseurs par zone d'intervention. Il faut dire enfin que l'enquête en question prendra fin dans un délai de 15 jours à travers les 28 wilayas choisis. Ain Defla, Rima Rahmani, Alger Chaîne 3. Pour la précision, l'opération qui touche donc ces 28 wilayas pilotes concerne 100 communes à travers ces wilayas. Il s'agit à travers ces enquêtes, selon le ministère de l'Agriculture, de consolider les résultats du recensement général de l'agriculture opéré entre le 19 mai et le 27 juillet 2024. Les acteurs du mouvement associatif et ceux de la société civile s'attellent depuis déjà quelques jours à enrichir l'avant-projet de loi sur les associations. La réflexion est en
cours donc au niveau de l'Observatoire national de la société civile. De larges concertations ont été lancées. Elles seront couronnées par des propositions. Parmi ces propositions, l'amélioration de la formation de l'encadrement. Un point relevé par Nordine Benbaraham, le président de l'Observatoire national de la société civile. Il était l'invité du jour ce dimanche sur nos ondes. L'Observatoire a lancé une plateforme dédiée à la formation qui s'appelle Kafa'at Plus, mais ce n'est pas suffisant. On a lancé également la formation de 200 associations par wilaya pour atteindre l'année 2025 12 000 associations, mais je dirais également que ce n'est pas suffisant parce que la demande est supérieure. Après l'étude que nous avons lancée avec le CREAD, 75% des associations questionnées sur 5 000 disent qu'ils n'ont jamais bénéficié de formation. Et ça sera l'offre de l'Observatoire pour justement préparer le mind, le thinking des associations pour être outillés de cette nouvelle loi et ces dynamiques nationales qui s'adaptent aux standards au niveau international pour créer ce dynamisme et ces changements dans l'activité associative en Algérie. Le projet de loi est en phase de concertation avec les parlementaires, avec l'Observatoire, avec la société civile, mais je peux dire qu'une fois adopté, il nous faut également cet environnement qui doit accompagner la société civile. Et des propositions qui viendront donc enrichir la mouture soumise à débat, mais que contiennent-elles? Élément de réponse avec Sophia Boukalcha. L'avant-projet de loi impose de nouvelles conditions pour la création d'associations. Selon l'article 69, elles doivent avoir des objectifs définis, promotion, charité, commémoration historique, symboles nationaux et autres, et être fondées par un acte notarié précisant nom, objet et bien alloué à sa mission dans la valeur minimale équivalente à 50 fois le SNMG. L'enregistrement se fait auprès du ministère de l'Intérieur avec une vérification rigoureuse des documents. Les associations doivent tenir une assemblée générale annuelle et des réunions administratives tous les 60 jours pour garantir transparence et suivi régulier de leurs activités. Une procédure rigoureuse vérifiera la légitimité des associations, leur conformité aux lois et la transparence financière. Autre nouveauté, l'introduction d'un cadre spécifique pour les associations de solidarité et d'échange avec l'étranger, exigeant un siège en Algérie avec 25 membres fondateurs dont 10 étrangers résidant légalement en Algérie. La loi prévoit des sanctions strictes allant jusqu'à l'emprisonnement pour la gestion d'associations non enregistrées ou le détournement de fonds avec des peines doublées pour les malversations impliquant des fonds publics. Pour garantir la transparence financière, les associations doivent avoir des comptes en monnaie locale et en devise auprès d'une banque agréée selon l'article 98. Des mesures transitoires sont également prévues. Les associations existantes doivent adapter leur statut à la nouvelle loi dans un délai de 30 jours sous peine de suspension ou de dissolution. Dans l'actualité, représentant le président de la République Abdelmajid Tebboune, le ministre d'État, ministre de l'Énergie et des Mines Mohamed Arkab représentera l'Algérie demain. Il participera au sommet africain de l'énergie à Dar es Salaam en Tanzanie. Il s'agit notamment de souligner le rôle de l'Algérie dans le soutien du développement du secteur énergétique en Afrique, notamment à travers sa compagnie Sonatrach. Coopération énergétique algéro-mauritanienne, justement, le PDG de Sonatrach, Rachid Hachichi, a reçu aujourd'hui une délégation de haut niveau de la Société mauritanienne des hydrocarbures, menée par son premier responsable. Les opportunités d'investissement et la concrétisation des projets stratégiques au menu des discussions. Il s'agit également de renforcer la chaîne d'exploration à la production dans ce pays voisin. L'Algérie accueille pour la toute première fois un atelier interrégional, atelier de la Commission de la fonction publique internationale des Nations Unies, et ce en collaboration avec le ministère des Affaires étrangères. Le rendez-vous annuel traite de différentes thématiques liées aux fonctionnaires, occasion de discussions et d'échanges approfondis. La Commission publique internationale a organisé un atelier inédit visant à expliquer aux responsables chargés de l'application de ces politiques les méthodologies et pratiques nécessaires à leur mise en œuvre. Cet événement organisé pour la première fois en Algérie a rassemblé plus de 80 participants, un record depuis la création de la Commission. Les participants représentent 23 organisations internationales et régionales ainsi que des cadres d'institutions officielles algériennes, soulignant ainsi le rôle croissant de l'Algérie sur la scène internationale en matière de gouvernance et de coopération. Organisé annuellement en collaboration avec les organisations et fédérations des employés des Nations Unies, cet atelier repose sur un principe de rotation géographique. Il constitue une plateforme pour présenter les travaux et le rôle de la Commission au sein du système des Nations Unies, tout en favorisant des échanges constructifs sur ses politiques et méthodes. Cet atelier représente ainsi une avancée significative dans la simplification et l'harmonisation des systèmes de gestion des fonctionnaires internationaux à l'échelle mondiale.
Mobilité des employés, évolution des compétences et des carrières. La secrétaire d'État auprès du ministre des Affaires étrangères chargée des Affaires africaines en a parlé. Salma Barta Mansouri était à cette rencontre annuelle première du genre en Algérie. Your deliberation will help. C'est un honneur pour l'Algérie d'accueillir cet atelier d'importance majeure réunissant des experts et des fonctionnaires issus de différents horizons du système des Nations Unies pour débattre des travaux de la Commission et de son rôle au sein de ce système. Les travaux de cet atelier reflètent l'engagement constant des Nations Unies à garantir des politiques justes et efficaces au bénéfice de ces fonctionnaires dévoués. Ces discussions revêtent une importance capitale car elles impactent directement la vie des employés qui évoluent souvent dans des environnements divers. L'ordre du jour de cet événement offre une plateforme globale pour examiner les pratiques annuelles, identifier les domaines nécessitant des ajustements et proposer des solutions adaptées aux défis actuels ainsi qu'aux exigences futures. L'Algérie est fière d'accueillir cet événement et de contribuer au renforcement du dialogue autour de ces questions essentielles. L'Union interparlementaire arabe condamne aujourd'hui avec vigueur le communiqué émanant du Parlement européen à propos de l'Algérie, le considérant comme ingérence dans ses affaires intérieures et violation de sa souveraineté et de l'indépendance de la justice algérienne. L'Union interparlementaire arabe, présidée par Brahim Bourali, président de l'APN, a dans son communiqué appelé le Parlement européen à cesser d'exploiter les affaires des droits de l'homme comme prétexte d'ingérence dans les affaires notamment de l'Algérie. Il a assuré de son soutien justement entier à l'Algérie, soulignant ainsi que le pays disposait d'institutions constitutionnelles et de justice indépendantes qui protègent les droits et libertés. Le gouvernement français se perd en matière de prérogatives, cafouillage, calcul politique, un ministre de l'Intérieur qui se met dans la peau du chef de la diplomatie, pas de rappel à l'ordre et c'est un basculement clair vers l'extrême droite, souligne le député de la France Insoumise et nouveau Front populaire, Abdelkader Lahmar. Il est au micro de nos collègues des Ifriqiya FM. Les tensions politiques se sont accrues avec ce dernier gouvernement et avec ce ministre de l'Intérieur qui se prend pour le ministre des Affaires étrangères, qui est un des signaux du basculement de Macron qui s'est fait happer par les discours populistes, racistes, nostalgiques de l'Algérie française. Et en fait, c'est purement électoral puisqu'ils essayent de courir après les voix du Rassemblement national. Je rappelle que ce soit Retailleau ou même le parti de la majorité présidentielle ont fait des scores très bas lors des dernières législatives, ce qui est inquiétant pour la droite. En France, où on tente de criminaliser tout soutien, toute solidarité avec la Palestine, le collectif Palestine vaincra, menacé donc de dissolution. Il appelle à faire front contre cette décision purement politique des autorités françaises. Les autorités françaises, justement, pointées du doigt pour leur radicalisation envers ce genre d'association solidaire du peuple palestinien. En Palestine, occupée justement en Cisjordanie, où les forces d'occupation poursuivent leur blocus de Jenin, où elles opèrent des opérations de destruction massive, une vingtaine de domiciles, mais aussi des infrastructures de base déjà démolies. Une 16e victime, 16e palestinien tombé en martyr encore ce dimanche à Gaza. Alors que les échanges de prisonniers se déroulent conformément à l'accord de cessez-le-feu conclu, l'entité sioniste sur le terrain maintient sa politique de violation de certaines des clauses de l'accord. Des milliers de Palestiniens sont empêchés de revenir chez eux dans le nord de la bande de Gaza. Le porte-parole du gouvernement à Gaza condamne une énième provocation et interpelle médiateurs et communauté internationale. Ismaël Tawabta en parle à Linda Hamed. L'occupation israélienne continue de se soustraire à ses engagements contenus dans l'accord de cessez-le-feu et empêche son application en dépit de la libération des soldats sionistes. Des dizaines de milliers de Palestiniens attendent aujourd'hui l'ouverture du couloir humanitaire de l'axe Netzarim. Le maintien de sa fermeture empire la situation des Gazaouis. Nous appelons les médiateurs et la communauté internationale à faire pression sur l'entité sioniste pour l'obliger à honorer ces clauses de l'accord conclu avec la résistance palestinienne. La présidence palestinienne qui ce soir réagit au propos de tentatives de déplacement forcé des Palestiniens de la bande de Gaza hors du territoire de la Palestine occupée. Le mouvement de résistance palestinien Hamas a lui aussi réagi. Je vous propose d'écouter Bassem Naïm, le membre du bureau politique du mouvement de résistance Hamas, qui rejette toute proposition ou stratégie du genre. Il en parle à Linda Hamed.
Depuis des décennies, notre peuple a mis en échec de nombreux plans de déplacement et de relocalisation. Aujourd'hui encore, nous refusons toute stratégie de déplacement, d'où qu'elle vienne, ou toute proposition qui va dans ce sens. Toutes les factions et l'ensemble de notre peuple feront tout pour les déjouer, et on assure que les habitants de Gaza sont capables de reconstruire leur ville à condition d'ouvrir les passages frontaliers et de lever le blocus imposé. Et en ce 26 janvier, c'est le premier anniversaire de la décision de la Cour internationale de justice de reconnaître le risque plausible que l'entité sioniste commette un génocide à Gaza. L'ONG Amnesty International appelle à l'occasion le gouvernement britannique à garantir que les responsables du génocide soient tenus de responsables et qu'ils rendent compte et que justice soit rendue aux victimes palestiniennes. Le Conseil de sécurité de l'ONU, dont la présidence est assurée par l'Algérie en ce mois de janvier, a tenu une réunion d'urgence aujourd'hui à propos de la situation qui prévaut en République démocratique du Congo. Cet après-midi, alors que les groupes des M23 sont aux portes de Goma, les appels se multiplient pour la protection des civils et la fin de l'ingérence rwandaise. Les détails avec Elias Tellerini. Alors que le M23 enregistre des avancées militaires importantes au niveau de la province du Nord Kivu à l'est de la RDC, près de la frontière avec le Rwanda, le sort de la ville de Goma et de ses habitants est incertain. Plus de 400 000 personnes ont été déplacées par les violences depuis le début de l'année. Le Conseil de sécurité s'est penché sur la situation humanitaire, les défis de la protection des civils et la sécurité des soldats de la paix de la MONUSCO. Jean-Pierre Lacroix, secrétaire général adjoint des Nations Unies aux opérations de paix. Les Nations Unies sont profondément préoccupées par la reprise des hostilités qui a entraîné la prise de Saké, une localité stratégique située à quelques kilomètres de Goma, menaçant directement des millions de civils et les casques bleus déployés avec le mandat d'assurer leur protection physique. Il est impératif que le M23 cesse immédiatement ces hostilités et se retire des territoires occupés. Il est encore possible d'éviter le pire. Le soutien apporté par le Rwanda au M23, dénoncé par les intervenants. Bintou Keita, représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU en RDC. J'appelle aussi le Rwanda à retirer ses forces du territoire congolais, à cesser son appui au M23. Des mandats internationaux doivent être émis contre ceux qui alimentent l'insécurité et commettent des violations des droits humains. Alors que des partis appellent au dialogue entre Kinshasa et Kigali, c'est la crise diplomatique. La RDC a rappelé hier ses diplomates, une décision regrettable selon les autorités rwandaises. Retour à l'actualité nationale avec cette distribution dans la wilaya de Sidi Bel Abbès de la première tranche de logement de cette année 2025. D'autres sont attendus. Le récit d'Inès Mohamed, notre correspondante. Un quota de 250 logements publics locatifs réalisé par l'Office de promotion et de gestion immobilière OPGI à la Daïra de Telag, situé à une cinquantaine de kilomètres au sud du chef-lieu de wilaya, a été distribué en présence des autorités locales dans une ambiance festive. Satisfaits et avec beaucoup de joie, les bénéficiaires attendaient avec impatience ce moment. أنا كنت كاري كنت مغبون والحمد لله كنت كارية استفدت من السكن 100 سكن طريق بالزاورو الحمد لله يا ربي ورانا فرحانين بزاف. Cette démarche s'inscrit dans les efforts déployés par les hautes autorités du pays pour répondre aux préoccupations exprimées par les citoyens en matière de logement, sachant que d'autres quotas de logement au cours de réalisation seront également distribués au cours de cette année. De Sidi Bel Abbès, Inès Mohamed pour Alger 3. C'est la journée internationale des énergies propres ce 26 janvier, l'occasion de s'intéresser aux habitudes des Algériens. Elles se sont adaptées, somme toute, aux énergies non ou peu polluantes. L'exemple de l'utilisation du GPL pour les véhicules, notamment pour ceux qui en font leur métier. La stratégie en place connaît un fort engouement, nous dit Fatah Boumehdi dans ce reportage. En Algérie, l'utilisation du gaz GPL, communément appelé Sevraz, gagne en popularité auprès des automobilistes. الغاز هذا مليح في كلش ايكونوميك ما كان حتى ريسك رانا نروحوا الوهران نروحوا بلعباس نروحوا تمسان نروحوا مصغالي نباتوا لداخل الطوموبيلات السيارات تاعنا ما كان حتى اشكال ما كانش فيه تلويث في البيئه سير غاز يقولوا مليح بروفيتي فيه دراهم بروفيتي سورتو اللي يخدموا لي كاكسيور. Considéré comme une alternative économique et écologique, ce carburant est au centre des efforts nationaux pour diversifier les
sources de carburant. Parmi ses principaux avantages, le GPL se distingue par un coût nettement inférieur à celui des carburants classiques. Il génère également moins d'émissions de CO2 et de particules nocives, contribuant ainsi à une meilleure qualité de l'air. Taha Moussaoui, directeur des opérations et de la communication de l'APRU. Tout d'abord, c'est une alternative économique. Son prix à la pompe est nettement plus bas que celui des carburants classiques. Et ensuite, et le plus important, c'est sur le plan environnemental. Il émet beaucoup moins de particules fines et de gaz à effet de serre. Ses avantages essentiellement, c'est qu'il ne contient ni plomb, ni soufre, ni benzène. Donc c'est pour cela que nous encourageons les automobilistes à adopter cette solution. D'ailleurs, un programme d'aide a été mis en place dans le cadre du programme national de maîtrise de l'énergie qui est mis en œuvre par l'APRU pour le compte du ministère de l'Énergie, des Mines et des Énergies renouvelables et qui connaît un engouement certain. Ce dispositif prend en charge une partie des frais de conversion des véhicules au GPLC, rendant cette transition plus accessible à tous pour protéger l'environnement. Le GPL représente une solution économique, écologique et pragmatique qui séduit de plus en plus de conducteurs algériens tout en s'inscrivant dans une démarche globale de développement durable. Avant de parler de sport avec vous, Rostam Yahya Chelif, ces premières annonces issues du Conseil des ministres réuni aujourd'hui par le président de la République, Abdelmajid Tebboune, qui a donné instruction pour mettre en place une commission multisectorielle, enseignement supérieur, jeunesse, finances, pour se pencher sur l'augmentation de la bourse. Elle devra présenter ses conclusions lors du prochain Conseil des ministres. Autre décision, l'État qui supportera les frais supplémentaires du Hajj. Pas d'augmentation donc pour les pèlerins. C'est les premières informations émanant du Conseil de ministres réuni aujourd'hui par le président de la République. Nous aurons bien évidemment à développer tout cela dans nos prochains rendez-vous de l'actualité. L'actualité sportive, on le disait avec vous, Rostam Yahya Chelif. Bonsoir. Bonsoir Sofiane. C'est deux rencontres du championnat de Ligue 2 amateur. Dans le groupe centre-ouest, le leader, l'étoile de Ben Aknoun, s'est imposé cet après-midi 1-0 dans le derby face à la JSE Elbiar. Une victoire qui permet à l'étoile de Ben Aknoun de consolider son avance de 5 points par rapport au RC Kouba. Le RC Kouba qui s'est imposé cet après-midi également dans l'autre derby de la journée 2-1 face au Nehd du Sender, alors que le RC Kouba était mené au score à la mi-temps. Le Raid de Kouba réussit à renverser la vapeur et de marquer un but en toute fin de match. Et sur la victoire du leader, l'étoile de Ben Aknoun face à la JSE Elbiar, on écoute l'entraîneur adjoint de l'étoile de Ben Aknoun, Yassine Harat. C'est une très belle victoire. Je tiens à féliciter tout le monde, surtout les joueurs. On a fait ce qu'il fallait faire, on a fait un bon match et on a su garder cet avantage-là. Maintenant, on garde la tête de classement, on essaie de retravailler et se concentrer sur la prochaine journée, Inch'Allah. Et dernière rencontre de cette 16e journée du groupe Centre-Ouest, ça sera demain lundi avec cette rencontre à 14h où le RC Lalba accueillera la formation de l'US Béchar Jdid. Merci Rostam Yahya Chelif. On y arrive pour toutes ces informations sportives, les dernières de cette édition. Il fallait bien que je le fasse, Rostam. Une édition réalisée par Sida Ali Toubal, à la console technique Yassine, au streaming vidéo, c'est Ikalam et Mariam était à la régie d'antenne. Je corrige, c'était Nassim à la technique. Merci de nous avoir prêté attention. Prochain rendez-vous de l'actualité, le flash de 20h. La météo tout de suite, signé Kalema Bonnour.